Bon alors, l'idée de notre présentation, c'est de vous montrer une mise en application de tout ce qu'on a vu avant. Et donc la conception de deux tableaux de bord décisionnels, tableaux de bord interactifs, au groupement d'intérêt public Bretagne Environnement. Donc on fait une présentation à deux voix. Donc moi je suis Vincent Briot, je suis plutôt la partie métier, je suis en charge de l'Observatoire de l'énergie. Et Renaud Aguès, la partie informatique, voilà, c'était la partie métier. Donc, avant de commencer à vous montrer des choses vraiment graphiques, on voulait un peu vous parler de la démarche, comment on en est arrivé à faire des tableaux de bord interactifs et tout ce qui est en amont de ces tableaux de bord. Le constat, c'est qu'au GIP, on a des observatoires qui traitent beaucoup de données. Donc 4 thématiques, eau, déchets, énergie, biodiversité, donc patrimoine naturel. Des besoins en cartographie, donc beaucoup de données également traitées. Des sites web qui diffusent des informations et des données au niveau communal, le site Ma Commune. Un autre site web qui présente des études, donc avec une grosse base de données d'études derrière. Le portail d'information Bretagne Environnement, qui est aussi un site avec beaucoup d'informations, donc une base de données derrière. Donc on a mis de nouveaux projets d'envergure pour l'Observatoire des déchets, puisque là le constat qui est fait, qui vous est présenté, c'est le constat avant de se lancer vraiment corps et âme dans l'informatique décisionnelle. Donc là le projet déchets est en cours, mais donc c'était pas encore lancé en 2010 en gros, quand il y a eu les premières questions qui se sont posées sur l'informatique décisionnelle au GIP, puisque donc on ne s'est pas lancé comme ça complètement au hasard. Il y a eu une veille de fait, il y a un stagiaire qui est venu au GIP pour essayer de comprendre quels étaient les besoins, quels pouvaient être les outils et quelles devraient être les transformations à faire pour passer de la gestion en 2010 à la gestion qu'on va vous présenter maintenant en 2014 ou qui était valable l'année dernière aussi. Donc on avait ce constat, on a fait une veille, on a pris un stagiaire, ce qui nous a permis de développer l'informatique décisionnelle, mais ça s'est fait aussi avec un informaticien qui est là à temps plein et qui permet d'assister les personnes qui ont plutôt la compétence métier. Alors moi je vais commencer à vous parler de l'énergie et puis Ronan prendra la parole avec un autre exemple sur l'eau. Et moi ce que je voulais faire c'est d'abord vous montrer comment on fait sans l'informatique décisionnelle, comment on faisait sur le sujet de l'énergie. Vous allez voir que ça fonctionnait, mais que c'était un peu plus compliqué que maintenant. Donc on avait des données sources qui étaient dans des fichiers de tout type. Alors tout à l'heure on disait fichier plat Excel, XML, mais là c'est encore pire parce que des fois on va chercher un pourcentage au milieu d'un fichier PDF, au milieu d'un bloc de texte. Donc c'est des fichiers dans lesquels il faut vraiment creuser. Les données étaient injectées dans des tableaux Excel. Et alors là, on n'était même pas encore dans un système type base de données en colonne, mais il y avait des tableaux à double entrée, vraiment de nombreux formats différents, spécifiques à l'éolien, l'hydroélectrique, ce que vous voulez sur l'énergie. On en faisait des consolidations, donc vous avez encore un nouveau niveau de fichier Excel, par départemental pour les consommations d'énergie, pour les productions, et puis un autre fichier pour le régional. Et puis, ce qu'on voulait faire, c'était une brochure qu'on sort tous les ans, qu'on continue à sortir d'ailleurs. Et pour faire cette brochure, il fallait envoyer un fichier Excel à une personne qui fait la maquette et qui nous refaisait nos graphiques. Et donc on refaisait encore un fichier Excel, qui est un peu le miroir de la brochure papier ou de la brochure PDF. Après vous avez déjà un espèce de millefeuille de fichiers qui se dessine, avec une seule production, qui est la brochure. Mais on voulait faire d'autres productions, donc on s'est dit on va mettre toutes nos données en format base de données pour avoir les infos à la commune, parce qu'on va vouloir faire des choses pour le site Ma Commune, qui sort les productions d'énergie à la commune notamment. Donc on a changé de format, on multiplie les fichiers, on n'a pas supprimé seul gauche, on a doublé. Et on fait de nouvelles productions avec ça. Donc des nouveaux fichiers Excel et puis derrière des PDF et des cartes. Donc en fait ce que ça veut dire, c'est que ces fichiers-là et ce fichier-là, ils doivent être reliés au fichier source. Donc tout ça, si vous connaissez Excel, vous faites égal et puis vous allez chercher dans votre autre fichier Excel. Donc il y a des liens qu'on compte par centaines, encore je suis gentil. Donc c'est quelque chose qui est dur à maintenir. Vous avez des risques d'erreur, vous allez peut-être aller chercher la mauvaise cellule, faire le mauvais calcul. C'est difficile à maintenir, parce que quand vous faites une mise à jour de données, il faut vérifier que vos liens sont encore valides. Vous changez de chargé de mission,
il faut tout reprendre, ça met des mois pour tout comprendre, donc c'est compliqué. Ça fonctionne, mais c'est compliqué. Et puis le jour où vous voulez faire de nouveaux documents, bah, alors là vous êtes mal barré parce qu'il faut refaire les fichiers Excel, il faut refaire plein de liens comme ça. Pour faire ce qu'on a aujourd'hui, par exemple un tableau de bord interactif ou des PDF, des PDF au niveau des départements. Voilà, vous refaites encore plein de liens. Donc, on s'est dit ça c'est pas possible, on va changer. Donc on a toujours nos sources, on continue à les consolider pour l'instant au format Excel d'une manière presque artisanale, parce que les données sont encore un peu trop, elles sont pas tout à fait assez structurées pour les traiter de manière automatisée. Et on va les amener grâce à un composant, un ETL, dont on avait parlé déjà dans les présentations précédentes, dans une base de données. Alors que je ne vous détaille pas l'architecture, mais on va utiliser ce composant pour charger, transformer si besoin en éclatant par exemple certains fichiers Excel, typiquement les installations de valorisation des ordures ménagères. On va les mettre à la fois dans consommation d'énergie, parce qu'on va consommer des déchets, on va les brûler, puis on va les mettre dans production d'énergie, vu qu'on va produire de l'électricité et de la chaleur. Donc le composant, il sert à faire ça, à éclater, à charger, à transformer. Et puis alors après, à partir de là, ouf, vous n'avez des liens plus que ici pour faire toutes les productions que vous voulez, et puis vous pouvez en raccorder autant que vous voulez derrière. Vous n'avez plus qu'un lien par production à la base de données, c'est beaucoup plus simple. Alors bon, évidemment, je ne rentre pas dans le détail, ça sera fait plus par mon collègue, mais vous n'avez plus un lien de chaque production vers un fichier Excel. Donc vous limitez beaucoup le risque d'erreur, vous augmentez vraiment la qualité finale de votre document, puisque vous êtes beaucoup plus sûr des données que vous affichez. Bon, alors évidemment, pour faire tout ça, là, c'est très simple ce que je vous présente. Ça demande quand même beaucoup de temps, puisqu'il a fallu changer complètement les formats des données. La consolidation, là, elle se fait dans les fichiers Excel pour pouvoir passer au stockage. On l'a fait dans un nouveau format, un format vraiment adapté au transfert vers la base de données. Il faut avoir de nouvelles compétences, alors ça peut se faire dans notre cas ça peut se faire soit par la personne qui est en charge du projet, soit avec l'informaticien. Nous, on a fait une démarche un peu en 3 étapes. D'abord, on a défriché avec une entreprise, donc on a payé une prestation. Mais à côté de ça, on est aussi monté en compétences avec de la formation pour maîtriser ces outils, donc notamment Talend, qui est l'ETL qu'on utilise. Donc on est monté en compétences à la fois côté informaticien, mais aussi côté métier, pour réussir à avoir une certaine autonomie. On l'a dit ce matin, les ETP, c'est pas infini, donc il faut pouvoir donner à l'informaticien que ce qu'on ne sait pas faire côté métier. Voilà, donc moi je suis resté assez... je vous ai montré vraiment les grandes lignes. L'idée c'est de vous montrer effectivement, j'ai pas la souris. Ce qu'on fait une fois qu'on a traité toutes les données sous forme de tableau de bord interactif. Donc là on utilise nous la solution tableau. Évidemment ça ne marche pas vu que je ne suis pas connecté à internet. Donc tableau c'est pas un logiciel libre, contrairement à l'ETL qu'on utilise qui est Talend, mais il y a une version gratuite qui est d'ailleurs utilisée pour l'énergie, qui a certaines limites, mais qui sont des limites du type nombre de lignes dans la base de données. Donc si vous n'avez pas trop de données, a priori vous pouvez utiliser cette version gratuite. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est une base de données avec des productions d'énergie, des puissances, des nombres d'installation, des descriptions géographiques, temporelles. Donc vous avez toutes les informations sur la production d'énergie renouvelable en Bretagne. Et puis vous avez cette vue, alors bon, je l'ai fait, elle est un peu haute, tout ne s'affiche pas. Et donc c'est pas statique, on n'est pas sur un système PDF comme on pouvait avoir avant. Par exemple, le premier graphique, alors ils sont tous liés les uns aux autres. Mais là je me dis que dans le premier graphique, je veux pas la production d'énergie renouvelable, mais je voudrais savoir combien j'ai d'installations. Je peux afficher plutôt des installations. Vous voyez que ça n'a rien à voir, puisque là, en orange, les deux oranges, là c'est du solaire, c'est du thermique et du photovoltaïque. En nombre c'est énorme, en production, on voit presque plus. Donc là vous avez déjà un premier niveau, une information qui est très différente selon l'indicateur que vous prenez.
Alors je vais rester en production. Parce que là je suis sur toute la Bretagne et bon bah alors on est à Vannes, donc je vais essayer de prendre plutôt on va dire le PCI. Donc bon, je connais pas le nom exact, donc bon, bah, je vais taper Vannes si j'y arrive. Voilà. Donc il me le propose. Donc là il m'affiche Vannes. Alors le fond de carte ne s'affiche pas. C'est normal. Mais il m'affiche. Et puis voilà, on peut continuer. Et puis on peut. Il va chercher sur le net. Ouais, c'est parce qu'il va le chercher sur le net et là je suis pas connecté. Normalement, ça c'est quelque chose que vous voyez sur notre site web. Et puis alors on peut creuser, on peut dire au lieu de voir la communauté d'agglo, je vais voir commune par commune. Donc là j'ai mis une petite option pour éclater le graphique que vous voyez avant et maintenant on voit commune par commune. Voilà, et vous pouvez creuser, alors je vais pas le faire pendant 3 heures parce que ça pourrait durer très longtemps. Vous pouvez aussi mettre des infobulles pour que l'utilisateur puisse avoir un niveau d'information plus précis qu'un camembert sans chiffres. Vous pouvez proposer le chiffre directement avec le niveau de précision. Si vous voulez mettre 10 chiffres après la virgule, vous pouvez. Vous pouvez dire bah non, je vais afficher que le photovoltaïque. Voilà. Là j'ai que le photovoltaïque. Et puis on peut faire vraiment beaucoup de choses. On pourrait regarder, au lieu de regarder commune par commune, on pourrait regarder par exemple le pays de Vannes et regarder EPCI par EPCI. Et donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur le site de l'Observatoire et qu'un utilisateur peut consulter. Il ne peut pas seulement regarder, il peut aussi télécharger les données. Et ça c'est important. On parlait de transparence ce matin et dans une présentation tout à l'heure aussi. Les données peuvent être téléchargées. Alors évidemment là je suis pas sur le site donc j'ai pas le bouton, donc ça va pas marcher. Mais quand vous êtes sur le web, vous avez un petit bouton en bas qui vous permet de télécharger les données dans un format type texte ou CSV ou en faire un PDF directement que vous pouvez distribuer. Et il y a une autre option là que je vais pas pouvoir montrer parce qu'on n'est pas sur le web non plus, c'est que vous pouvez même présenter des choses directement ciblées sur ce qui vous intéresse. Par exemple si je suis la communauté d'agglo de Vannes, je peux reprendre exactement ça, je suis pas obligé de le refaire, je peux reprendre exactement le même et puis rajouter un petit paramètre au bout de l'adresse, de l'URL, pour dire que je vais afficher que les infos du pays de Vannes et je vais pouvoir le reproposer sur mon propre site web, sur la communauté d'agglo de Vannes. Donc c'est vraiment entièrement paramétrable pour l'utilisateur. Donc je ne vais pas aller plus loin, si vous êtes curieux ou vous ne connaissez pas, vous pourrez aller voir sur le site de l'Observatoire. Alors, un dernier point juste sur cette vue-là avant de passer la parole à mon collègue, c'est les métadonnées. Là, vous voyez qu'il y a, enfin vous avez vu plutôt, il y avait assez peu d'infos qui décrivaient la donnée. Et pourtant, c'est très important cette métadonnée, puisque dans le cas de l'énergie, le nombre d'installations ou la puissance affichée, ça on sait que c'est juste. Et on peut tracer la source. Par contre, la production d'énergie, personne ne peut vous dire de manière très précise aujourd'hui combien de chaleur va être produite par une cheminée, par exemple, par la cheminée de monsieur un tel dans telle commune. Donc on l'estime. Et donc il faut absolument le mettre dans la métadonnée. Et donc avec cette vue-là, vous avez un fichier, donc nous on fait au format PDF, qui explique comment est fabriquée la donnée. Donc ça c'est vraiment hyper important. Je m'arrête là en espérant ne pas avoir trop dépassé ni rien oublié. Non, c'est bon. Et donc on passe à un exemple donc sur l'eau. Alors, pourquoi c'est là? Ah ouais. C'est pas celui-là. Il est passé où? Quoi? C'est celui qui est juste là? Ouais, c'est ça. Ok. Donc moi, Ronan Guess, informaticien du GIP, je vais vous parler de la technique, enfin plutôt des outils qu'on utilise nous, à rentrer dans le détail de l'ETL qui a été déjà énoncé plusieurs fois au cours de cette journée. Donc ETL, Extract Transform Load, donc c'est vraiment le vecteur qui permet de passer de la donnée brute, voire presque même parfois de la collecter, jusqu'à la donnée formatée qui est prête à être injectée dans les tableaux décisionnels que Vincent vous a présenté à l'instant. Donc Extract Transform Load comme extraction, on transforme et on la recharge. Donc nous, le GIP a choisi Talend pour les raisons qui sont marquées là et puis pour d'autres. Déjà c'est un logiciel libre, de nombreux supports en ligne et en français. Donc pour la petite histoire, Talend fait partie d'une success story à la française, puisque c'est parti d'une start-up française qui s'est maintenant bien déployée à travers le monde entier, allons-y.
et voilà, qui est très, très pertinente comme solution ETL, puisque vous allez voir, elle est accessible en fait à tout le monde, ou du moins ceux qui ont la bonne volonté de vouloir se pencher dessus, sans avoir de gros bagages de connaissances en code informatique et tout ça. Donc logiciel libre, évidemment, ils ont réussi à en faire... il y a une grosse partie qui est libre, ils ont aussi des outils qui sont beaucoup plus experts, qui là, eux, sont payants. Libre à vous de doser votre besoin avant de passer sur les modèles payants. Nous, au GIP, on n'utilise que la version libre. On n'a pas, pour l'instant, le besoin d'aller plus loin sur cette ETL. Et voilà, une prise en main accessible. Donc, allons-y. Ok, ça va un peu vite. Donc là, c'est un petit info. Donc, Talend, ça se présente comme ça. Vous allez avoir une feuille sur votre écran. Laquelle feuille est en fait, c'est une feuille vierge sur laquelle vous allez disposer des composants. Vous repérez assez facilement le petit logo là, donc c'est un fichier Excel. Donc j'en déduis que mon fichier région en fait est un fichier Excel qui contient des informations sur les régions. Ici c'est ma sortie, c'est un composant base de données, on reconnaît le cylindre avec la flèche entrante. Ça veut dire que en fait, ici j'ai posé un composant Excel, je pose le composant, je vais chercher le fichier Excel. L'ETL, lui, il va regarder comment est fabriqué le fichier, il va essayer d'en déterminer un schéma. Bon, après, il y a des petits arrangements à faire, mais le schéma est assez juste en général. Et lequel schéma, en fait, en faisant un simple lien vers une base de données, enfin vers un composant base de données, l'ETL va comprendre qu'il faut extraire les données du fichier Excel et les mettre dans la base, dans la table, qu'il va, si elle n'existe pas, il peut la créer, il peut créer toute la structure. Enfin, en gros, on oublie tous les aspects rébarbatifs de la programmation, à savoir les create tables et autres transferts de données. En quelques liens et quelques composants, on peut aller assez vite pour bancariser la donnée qui vient d'un fichier Excel. Autre exemple, donc là c'est avec un fichier XML. Donc là encore, l'ETL propose une interface qui va automatiquement détecter la structure du fichier, à condition que les fichiers soient bien structurés. On a souvent des surprises, mais en gros le principe est le même. On rentre le composant XML, on a un schéma qui est proposé, généré par l'ETL Talend. Et là encore, je fais un lien vers un composant de base de données. Là, je l'ai appelé département. Donc dedans, je dis que je mets une table département. Si elle n'existe pas, bah, tu me crées la table en fonction du schéma du fichier. Et ensuite, il va parser, donc parcourir tout le fichier pour inclure la donnée dans la table. C'est assez simple. Et ensuite, voilà ce qu'on va appeler. Donc là, c'est ce qu'on appelle le extract. Donc ça, c'est vraiment, on extrait la donnée, transforme. Enfin, on extrait et on la charge. Donc c'est le extract. Pardon, c'est l'extraction, je me perds un peu. Et donc là, on a un autre aspect, donc ça c'est le niveau au-dessus de l'ETL Talend, qui permet donc de recroiser les données et les sources. Donc là, on récupère, vous avez vu, je vais commencer par mettre mon fichier Excel région dans une table que j'ai appelée région. Je peux ensuite récupérer, donc avec une table, un composant base de données entrant, ma table région, je le récupère. J'oublie le fichier Excel, il est archivé, on n'en parle plus. Terminé, je travaille avec la table. Donc là, j'ai remis le fichier XML département, tout ça pour vous dire qu'on peut aussi travailler encore et toujours avec les fichiers sources. Et ici, un autre fichier qui serait d'à côté, des communes. On a un composant ici tmap, donc qui permet de faire des mappings, donc de faire des liens, en fait, de croiser, de dire qu'on va prendre déjà, ça c'est l'entrée, on prend la région. Dessus, je vais dire, bah, tu vas me rentrer les départements et les communes, et en sortie, je vais pouvoir éventuellement recouper par région, par département et par commune. C'est-à-dire que je peux directement avoir ici une nouvelle table qui va contenir des lignes qui seront agrégées par région, par département et par commune. C'est assez simple. On peut aussi faire des sorties en tout genre. Donc là, en l'occurrence, c'est un composant CSV. Donc, qui sont assez facilement exploitables par la suite. En fait, voilà, c'est pour avoir une sortie, si jamais il faut échanger avec quelqu'un d'autre. Voilà, on peut aussi sortir de la base de données. Et pour l'instant, on s'intéresse à y rester pour aller encore plus loin. Ok, la suite. Donc là, je vous ai expliqué rapidement les fonctionnements, enfin, l'intérêt de Talend. Et là, on va aborder des problématiques qu'on a résolues, entre guillemets, sur l'eau. Donc, qui consistait à faire un catalogage de toutes les données hydrométriques de Bretagne. C'est assez vaste en fait, puisqu'il existe plus de 1500 stations hydrométriques en Bretagne et des sources diverses. Pour les citer, il y a l'OSUR, il y a aussi le BRGM et il y a l'Eau France. Enfin, il y a tout un tas de partenaires et de personnes chez qui en fait on va piocher, récupérer la donnée.
Donc là, vous les avez là. On peut les avoir sous différents formats. Le plus évolué étant le web service. Donc, ce qui est assez pratique, c'est qu'il y a des composants web service dans Talend. On lui dit, bah écoute, tu vas aller interroger tel web service et tu vas me récupérer, donc selon certains critères, la donnée qui correspond. Donc, le web service, c'est ce qu'il y a de plus agréable à manipuler. Évidemment, ce serait trop facile si toutes les structures proposaient des web services. Donc là, vous avez, voilà, ça c'est différent. On appelle ça des référentiels, donc c'est différents jeux de données dont on a besoin pour commencer à structurer notre indicateur. Donc voilà, donc vous avez des dispositifs, des supports, des nations, des départements. Voilà. On a aussi d'autres sources On a d'autres sources, donc il y a des sources où on doit aller sur le site, par exemple, sur le BRGM récemment avec la base Hades, donc ils sont en train de créer les web services, mais pour l'instant ils ne sont pas opérationnels. Et donc il faut aller sur le site web, rechercher dans leur interface web, pour ensuite récupérer une archive, la ramener chez nous, la dézipper et l'intégrer par Talend, tout ça. Donc ça c'est pour le référentiel du catalogue de données. On a aussi au référentiel s'associe, donc là c'est la donnée d'observation. Donc la donnée d'observation ça va être, je prends une station hydrométrique, elle fait un relevé à un instant T, et dedans il y a des analyses qui sont faites sur différents paramètres. Il existe plus de 1000 paramètres analysés. Je vais vous parler des nitrates, ça surprend quelqu'un. Mais il y a aussi les phosphates, les phosphores, les métaux lourds. Il y en a toute une partie. Donc une fois qu'on a récupéré notre référentiel, c'est un petit peu notre thésaurus, enfin, c'est difficile à exprimer vraiment bien. on récupère la donnée, donc il s'agit vraiment du prélèvement, enfin de l'analyse qui a été faite dans une station par exemple. Donc là encore, on les récupère par web service, on peut aussi les avoir par fichier CSV, on peut les récupérer donc, par archive téléchargée, et ainsi de suite. Les formats sont divers. L'intérêt MTL, c'est qu'en fait, on récupère n'importe quel format et on essaye de le faire rentrer dans notre format à nous, afin qu'on puisse, ensuite on puisse interroger la base de données. Donc ces interrogations-là, pour aller collecter et récupérer la donnée, le Talend en l'occurrence, nous permet de, en quelque sorte, les automatiser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller les mettre à jour pour mettre à jour chacun de ces paramètres. Il ne s'agit pas d'aller à la main tous les ans pour aller tout récupérer. Donc on a essayé de travailler sur des procédures qui permettent en fait d'aller contacter. Donc si c'est des web services, c'est parfait. Si c'est aussi des sites web, vous verrez qu'on a aussi des composants qui permettent d'aller contacter un URL qu'on peut générer selon la logique qu'on veut. Et du coup ensuite récupérer le fichier, le dézipper, changer son format, pour qu'il soit ensuite assimilé automatiquement dans ce qu'on appelle notre base de données. Donc c'est le data warehouse de tout à l'heure. On n'est pas aussi avancé que ça dans tout ce qui est gestion massive de données, donc on utilise des bases SQL et ça nous suffit. On a quand même des tables qui font plus de 300 000 lignes parfois, mais on n'est pas encore dans des niveaux où il faut des serveurs et des data centers IBM pour calculer tout ça. Donc voilà, donc une fois qu'on a récupéré donc, nos référentiels et nos données, on va faire de l'agrégation de toutes ces données. En fait, vous avez vu les thématiques tout à l'heure, on va recroiser chacune, en fonction de ce que l'on veut, on va essayer de recroiser toutes ces données. Donc vous avez là, par exemple, dispositif de collecte, type de dispositif. En gros, ça c'est des indicateurs intermédiaires. En fait, ça nous permet déjà de faire un premier recoupement. Et puis il en était question déjà tout à l'heure, c'est d'agréger de la donnée, pas calculée, mais on a déjà une donnée. C'était quoi votre mot? Je me souviens plus. Le mot que vous aviez utilisé pour la donnée qui avait déjà été agrégée? Précalculée. Donc voilà, c'est ça. Donc on va commencer à stocker la donnée précalculée pour pouvoir ensuite vraiment travailler sur nos indicateurs qui vont ensuite être vraiment la donnée formatée, finie, qui vont permettre après de brancher les schémas décisionnels, enfin les interfaces, les graphiques et tout, sur ces tables. Voilà, donc voilà, c'est ce que je viens de dire. En fait, une fois qu'on a vraiment bien préparé la donnée, qu'elle est bien précalculée, on va y brancher nos graphiques qui ont été déjà travaillés, et lesquels vont, en fait, avec la donnée qui leur arrive, générer automatiquement de la carto, des histogrammes, des camemberts, enfin, tout type de choses qui sont après interprétables par les personnes intéressées. Voilà. Alors après, il reste un dernier pendant, donc là, toujours dans le cadre du catalogue des données eau de Bretagne, on s'est retrouvé face à un problème, c'est-à-dire que certains organismes, détenteurs de données, et pour des raisons confidentielles, ne cherchent pas systématiquement ou ne souhaitent pas la libérer totalement. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour donner des choses, des morceaux d'indicateurs,
Mais ils ne veulent pas donner toutes les lignes, pourquoi? Peut-être parfois c'est des secrets économiques ou commerciaux, enfin, ça peut vraiment impacter certains métiers, donc il n'est pas question non plus pour nous d'exposer non plus au grand public certaines données qui sont stratégiques. Donc ce qu'on leur a proposé, c'est de mettre en place des scénarios d'échange dans lesquels nous, on leur dit voilà comment on agrège nos données. Donc ce qu'on leur propose, c'est que eux de leur côté, ils refont ce travail-là, ils refont le travail d'agrégation, et ils nous renvoient leurs données agrégées que nous, on peut ensuite coller en fait à nos bases, et donc du coup les rajouter sans trop d'efforts à nos tableaux de bord. Donc là, ça implique que de leur côté, ils savent faire ce genre de choses. On voit le plan. Donc là, vous avez un petit exemple, donc celui-ci. Donc ça, c'est un job talent, un processus qui permet, là, vous voyez, je déclare une connexion à une base de données. Voilà, très bien. Ici, j'ai un composant de requêtage HTTP, donc ça me permet de faire une requête, je sais pas, google.fr. En fait, nos requêtes sont beaucoup plus ciblées que Google, mais voilà. Donc il va appeler un URL, lequel URL va, là, vu que ça s'adresse, c'est pour le référentiel, donc on s'adresse au Cendre, donc c'est un organisme public qui a bien donné. Pardon? C'est une forme. Qui l'a? Oui. C'est une forme. Oui, c'est un format. C'est notre informaticien. Oui, je ne suis pas expert en organisme. Mais voilà, donc on récupère, on appelle un URL, il nous envoie une archive ou un fichier, on fait des petits traitements rapides pour pouvoir, voilà, là, il s'agit juste d'hésiter par exemple et de le renommer en .xml. Voilà. Et du coup, on obtient ce fichier-là, lequel fichier est ensuite, gentiment, il est intégré dans notre base de données. Donc, je n'ai pas été très rigoureux sur toutes les données. Voilà, donc là, pour aller encore plus loin, vous avez ici, par exemple, c'est un exemple de l'étape finale d'un indicateur. En gros, là encore, on a des déclarations à des bases de données. On utilise donc MySQL essentiellement, puisque c'est du libre. Postgres, on fait plutôt PostGIS pour le côté qui inclut énormément de fonctions de géographique, en informatique. J'en perds mes mots, de SIG, voilà. Donc il y a des calculs de fonctions, des calculs qui permettent de déterminer si un point GPS par exemple se situe dans telle ou telle zone géographique. Donc on s'en sert pour automatiser après certains critères de notre indicateur. Donc voilà, on déclare nos connexions à des bases de données. Vous voyez ici qu'on a une source principale, donc c'est celle-ci en général. Alors, quand on est arrivé à ce niveau-là, là on peut estimer qu'il y a peut-être 300 000 lignes dans cette table-là qu'on va ramener ici. Et chacune de ces 300 000 lignes, eh ben, on va les croiser avec, par exemple, là c'est de l'information géographique. On va chercher à les croiser avec des secteurs et des sous-secteurs. On va aussi les croiser avec des listes de collègues, des paramètres, des dates, des protocoles, des nombres de prélèvements d'analyse, alors ça c'est une donnée calculée, qui est rapport avec l'eau, et ici une source de données. Donc une fois qu'on aura tout bien compris, c'est ça que chaque ligne sera passée au crible, on sort un fichier CSV, donc ça c'est pour nous, c'est pour archiver, c'est pour, on pourrait aussi le délivrer. Et ensuite, ça arrive dans une dernière table, et donc c'est sur cette table-là que le tableau de bord va venir se greffer. C'est-à-dire que le tableau de bord il est branché sur une seule unique table, celle-ci. Je sais pas ce qu'il y a. Non, je crois que. Tu veux montrer le tableau de bord hein. Ouais, je peux vous faire une démonstration du tableau de bord de l'eau qui ressemble un peu à celui que vous avez présenté Vincent tout à l'heure sur l'énergie. Il est différent, il y a plus d'indicateurs. C'est vrai. Donc là, il s'agit du tableau de bord qui détermine le Q90. C'est le Q90 des nitrates dans l'eau. Donc le Q90, c'est une. Alors, vous allez peut-être m'aider. C'est la 90e valeur d'une série classée. 90e rang dans le pourcentage. D'accord. 90 d'une série valeur. Exactement. Ok, et donc bref, pour ça pour montrer qu'on a fait ce calcul avec les jobs que vous avez eu précédemment. Et donc on se retrouve avec un tableau de bord qui est ainsi constitué. Donc là encore on a un fond de carton qui ne s'affichera pas. Donc vous avez ici des rendus et à côté des critères que vous pouvez sélectionner. Il est aussi possible de se dire, donc là on fait une première interprétation, donc là on a une flèche qui descend et là une flèche qui monte, c'est-à-dire que quelque part sur la chronologie, la valeur tendance à descendre ou à monter
c'est pour avoir une lecture encore plus rapide. En fait, vous pouvez aussi cliquer sur une des valeurs, chaque petit trait est cliquable. Donc vous avez là le référentiel qui correspond donc à la donnée brute. Hein, là, ici, vous pouvez remonter jusqu'à la fiche qu'on a appelée dès le départ pour ensuite proposer tout notre traitement. Donc on va assez loin, il y a vraiment, on est hyper transparent là-dessus, tout est vérifiable sans souci. Il est aussi possible de sélectionner comme ça, je veux m'intéresser qu'à cela. Et du coup, vous avez vu, la carte s'est reconfigurée et vous avez un zoom, plutôt un focus qui s'est fait donc, sur les champs sélectionnés. Donc vous avez après la liberté de choisir les salles, les communes, les départements. Donc ça c'est tout le travail de géoréférencement, enfin géolocalisation qu'on travaille, puisque en fait c'est des demandes qui sont assez proches de chaque territoire. Ce qu'on veut c'est répondre aux besoins de chaque territoire, de chaque, je sais pas comment dire, de tous les découpages géographiques intéressés par cet indicateur. Comment? Je sais plus ce qu'il y a après. C'est fini. Ah non, c'est un petit truc, ça se passe. Bon, excusez-moi, je vais faire un peu plus long. Donc là maintenant je vais vous parler de Spagobi. Donc on a parlé de l'ETL. Ah ouais. L'ETL permet d'accompagner la donnée du côté brut à son côté formaté. Et maintenant on va parler de Spagobi. Ça c'est plus une interface qui nous permet d'administrer et de proposer des rendus, on va dire, de diffuser aussi les jobs. C'est difficile à expliquer ce que c'est que Spagobi. Bref, ça reste un logiciel libre, c'est une solution largement paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut... il y a tout un tas de paramètres à l'intérieur qui permettent de sectionner les accès. On peut faire des accès par personne, par territoire, par le fait qu'on soit administrateur et autres. En gros, on peut dire à telle personne a le droit d'accéder à tel job, enfin à tel rendu visuel que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le profilage d'accès et hyper compatible parce que Spagobi a la particularité de présenter ce qu'on appelle des moteurs, c'est-à-dire qu'on peut greffer plusieurs moteurs qui lui permettent d'interagir hyper simplement avec des logiciels externes. Par exemple, il y a un moteur évidemment Talend qui nous permet depuis la plateforme Talend de déployer un job, donc un processus que je vous ai montré tout à l'heure, directement sur une plateforme Spagobi. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de m'embêter de toute manière. Mon job est terminé, je l'ai testé, il fonctionne, et bien je le publie sur la plateforme Spagobi et je vais pouvoir ensuite l'utiliser directement depuis une interface web en oubliant tout le côté plateforme de développement en Talend. C'est assez pratique et c'est surtout, ça permet surtout à quiconque qui n'a pas de connaissances en développement informatique de pouvoir exécuter des jobs sans se poser trop de questions. Voilà, donc là c'est un exemple de l'interface Spago. Vous avez, par exemple, là je me suis connecté donc, en tant qu'administrateur, donc j'ai tout un tas toute une arborescence disponible. Là vous avez vu c'est le catalogue OEB, donc le catalogue de l'eau. Et donc dans ce catalogue de l'eau, j'ai plusieurs, on l'a segmenté comme ça, on s'occupe du référentiel, de la donnée ou des indicateurs. Donc c'est vraiment les trois grosses composantes de ce catalogue. Quand je clique sur référentiel, par exemple, là j'ai mis 2 jobs en exposition. Si je cliquais sur cet endroit-là, je mettrais directement, je verrais, je demande la mise à jour de tout notre référentiel Cendre. C'est-à-dire que le Spagobi va lancer ce processus-là, qui n'est autre qu'une succession d'appels à des URL qui vont aller rapatrier des fichiers, la stocker, l'exploser, la rentrer dans une base de données et ainsi de suite. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là c'est juste une question de mise à jour. On peut faire de même avec les données et de même avec les indicateurs. Une fois qu'on aura lancé chaque processus on aura mis à jour tous les indicateurs, et ce, en quelques clics seulement. Donc ça, c'est dans la théorie. Il reste encore des choses à travailler là-dessus, mais on espère pérenniser, justement, il y a des questions de ça dans le temps, ces gestions, la mise à jour de ces indicateurs, pour qu'on puisse vraiment avoir tous les ans une régularité et aussi une très bonne qualité dans les indicateurs. Vous avez aussi la possibilité, c'est pour aller encore plus loin, de planifier l'exécution des jobs, pardon. Et du coup, cette planification passe par l'interface Spago qui est assez simple. J'ai un j'ai un menu, j'ai leur planification. Je lui dis de lancer tel job. Donc après, il y a toutes des fréquences à contrôler. Voilà, donc pour aller plus loin, on peut imaginer que tout ça se déroule
suit son cours et pour avoir des indicateurs qui sont bien formés tous les ans. Voilà. Pour conclure, Vincent, tu as 30 secondes. J'ai 30 secondes pour tout résumer. Donc ça a été très illustré ou plus technique. Mais en gros, nous, notre objectif, c'était quand même de concevoir des tableaux de bord décisionnels ou des tableaux de bord interactifs. On avait un peu cet objectif final avec différents niveaux de territoire, d'analyse. Ça a eu des conséquences. Il a fallu organiser les données, il a fallu savoir les traiter et les stocker, donc ça c'est l'ETL, et visualiser les données dans des tableaux de bord par exemple, et automatiser les traitements. Donc il y a des conséquences directes de ces obligations, entre guillemets, de ces besoins. Des conséquences plutôt positives. On a amélioré notre qualité de données. Après un investissement de départ, c'est-à-dire la mise en place de tous les outils, on s'est facilité l'exploitation de nos données, puisque Ronan disait en quelques clics on peut lancer les procédures de mise à jour. Vous n'avez plus le millefeuille de fichiers Excel à mettre à jour tous les ans non plus. Donc ça peut même être automatique, on n'est même pas obligé de cliquer. Les données peuvent être mises à jour automatiquement dans certains cas. On utilise majoritairement des logiciels libres, des versions gratuites. C'est plutôt intéressant vu l'état des finances de nos organisations. Mais il y a des côtés un peu moins vendeurs a priori. C'est que ça implique de changer nos méthodes de travail, donc ça prend du temps. Ça demande des nouvelles compétences. Tout ce qu'on vous a montré, forcément, là, vous ne l'avez pas intégré, vous ne pourrez pas la remettre en œuvre tout de suite. Donc il faut apprendre. Et dans certains cas, on a besoin de licences payantes. Pour l'Observatoire de l'eau, l'outil tableau de visualisation interactif, on l'a pris en version payante. Les bases de données eau sont trop grosses pour n'utiliser que la version gratuite de tableau. Et donc là, on en est à un coût de 3 500 € par an pour 2 licences. Voilà. Ça peut aussi être un coût malgré une volonté de ne faire appel qu'à des solutions gratuites. Voilà, juste, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais je voudrais vraiment réinsister, si je ne l'ai pas assez fait, sur le fait que ces nouvelles compétences, elles peuvent être acquises soit par les personnes qui sont en charge de la partie vraiment métier. Sur l'énergie, c'est le cas. En gros, moi je fais tout ce que vous avez vu tout seul ou presque sur l'énergie. Sur l'eau, c'est plus compliqué, on a plus de données, beaucoup plus d'acteurs, partenaires chez qui aller prendre de la donnée. Là, il y a eu besoin de faire appel à l'informaticien. Tout va dépendre des thématiques et puis du temps et de la formation aussi initiale de la personne qui est en charge de l'observatoire dans notre cas. Voilà.